Je suis très heureux de vous retrouver. Notre invité principal ce soir, c'est Jacques Vergès. Jacques Vergès, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes ici ce soir pour répondre à la question que tout le monde se pose. Entre Mao Tse-tung, Pol Pot, Klaus Barbie, Carlos et Milosevic, c'était qui le plus sympa? Moi, je dirais qu'ils étaient tous sympas, mais celui qui m'a le plus impressionné, c'est Mao. Ouais, ouais. Vous savez, le type est méchant en public, mais dans l'intimité, Oui. Parfois il aime sa femme, il aime son des chien. animaux, son chat. Hitler adorait son chien, mais c'est vrai. Son chien, oui. Alors Pol Pot, par exemple, c'est vrai qu'il fallait savoir le prendre, mais c'est un mec avec qui on pouvait bien rigoler, Pol Lui, Pot. je l'ai connu étudiant à Paris. Ouais. Et lorsqu'il lisait des poèmes de Rimbaud, il pleurait. Ah ben voilà. Alors Jacques Ampère, nous serons tous les deux, nous parlerons de vous, de vos origines, de votre enfance, de votre adolescence, des causes et des clients que vous avez défendus, jusqu'à vos débuts sur scène, au Théâtre de la Madeleine, avec une pièce écrite par vous, Arrête de pleurer, Klaus Barbie. Non, ça s'appelle Serial Pleader. En P2, nous accueillerons deux nouveaux invités pour discuter avec nous de ceux qui ont fait l'actualité de la semaine. Marianne Monchamp, secrétaire d'État auprès du ministre chargé de la solidarité et de la cohésion sociale. Elle bosse avec Roselyne Bachelot, ça s'applaudit, hein. Dès l'annonce de sa nomination, Ramaya lui a envoyé un SMS avec marqué « Bon courage avec la vieille ». Ouais. Toujours en P2, nous accueillerons Razi Hamadi, secrétaire national du PS, chargé des services publics, pour son livre publié chez Armand Collin, Gauche, Génération 2012, ce que nous voulons. En gros, ce qu'ils veulent, c'est 2 heures de plus sur leur forfait, les SMS illimités. En P3, après Le Zapping et Guillon, nous accueillerons notre invité du samedi 20h. Ce soir, Patrick Roy, député du Nord, maire de Denain. C'est le parlementaire rock'n'roll à la veste rouge, atteint d'un cancer du pancréas. Il a décidé de jouer la transparence et de se battre. Et il est là ce soir. Voilà, l'émission s'appelle Salut les Terriens et le groupe Les Gréments de Fortune. Ouais. Alors, Jacques Vergès, rebonsoir. Vous montez sur scène à 85 ans avec une pièce de vous, adaptée par Louis-Charles Sirjac, intitulée Serial Pleader. C'est à 18h le dimanche et à 21h le lundi, jusqu'au 11 avril. Le pitch, pourquoi ai-je donc choisi ce métier? C'est ça? J'explique que j'ai la passion de défendre. Passion qui est souvent mal comprise, parce que l'opinion confond l'avocat et l'accusé en général. Et parfois l'accusé est le coupable. Ouais. On essaie de comprendre comment un mec qui nous ressemble est arrivé à commettre quelque chose que nous-mêmes nous condamnons. Alors vous dites, un avocat est là pour défendre comme un médecin pour soigner. Hippocrate disait « Je ne soigne pas la maladie, je soigne un malade. Ouais. » Et nous pouvons dire « Je ne défends pas le crime. Ouais. Je défends l'homme accusé de l'avoir commis. » Mais vous défendez pas la pédophilie, vous défendez pas le C'est ça. terrorisme, vous défendez les gens. Et quant au crime, c'est le pouvoir politique qui un jour l'interdit, le lendemain l'autorise. Ouais. Quand j'étais avocat stagiaire il y a 50 ans, je défendais des jeunes filles, des étudiantes souvent, qui s'étaient fait avorter. On leur disait, mademoiselle, vous avez détruit une vie humaine issue de votre chair. Vous n'avez pas honte? Bon, c'était interdit à l'époque, maintenant c'est remboursé par la sécurité sociale. Ouais. Alors, c'est pas un plaidoyer, hein, c'est plutôt une vision générale C'est une confidence. De la profession. Voilà. Il y a peu de références à votre vie, aux affaires que vous avez plaidées dans Non, Serial parce que Pleader. si je fais des références à une seule affaire, Ouais. ça devient un débat sur une seule affaire. Ouais. C'est une approche globale de la profession. Alors, au départ, c'est une idée du directeur du Théâtre de la Madeleine. Il est venu me voir et il m'a dit « Maître, j'ai vu le film que M. Barbet-Schroeder vous consacre. Je trouve que vous avez une présence et que ce que vous dites est intéressant. Le théâtre évolue en ce moment. On voit par exemple M. Lucchini entretenir le public pendant 1h30 sur un texte de Céline. Ouais. Je vous propose d'entretenir le public pendant 1h30 sur un texte de vous. » Pour moi, c'était quelque chose d'inimaginable. Et depuis, je joue et j'ai eu du succès. Vous êtes plus à l'aise sur une scène que dans un tribunal, non? Sûrement. 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 Pourquoi?
Quand je suis devant un tribunal, d'abord, je suis devant 3 personnes. Ouais. 3 personnes devant qui je suis ont leur idée déjà fixe sur l'affaire. Bon. Et quand ils m'écoutent, c'est « cause toujours, tu m'intéresses ». Tandis que lorsque j'ai 500 personnes, il y a des gens qui viennent avec une idée préconçue. Ouais. Attends, je vais voir ce que ce salaud va raconter. Ouais. Et puis après, quand ils sortent, ils se disent « c'est plus compliqué que ça ». Ouais. Alors, c'est vrai que votre vie est très étrange. Hein. Ça commence déjà avec votre date de naissance. Officiellement, vous êtes né le 5 mars 1925, comme votre frère jumeau Paul Vergès, élu communiste de la Réunion, au Siam, qui s'appelle maintenant la Thaïlande. Mais en réalité, on ne sait pas. Vous êtes peut-être né le 20 avril 1924 au Laos, un an avant. Vous êtes peut-être un enfant adultérin dont la naissance a été déclarée au moment de celle de votre frère. D'abord, j'ai aucun souvenir. Bon, je suis réduit à écouter ce qu'on raconte. Oui. Moi, j'ai été élevé jusqu'à maintenant comme le frère jumeau de mon frère. Vous avez 3 ans quand le paludisme emporte votre mère. Donc vous ne l'avez pas connu, en fait. J'ai un vague souvenir. J'ai une silhouette, une voix, et c'est tout ce que je peux dire. Ouais. Alors, vous avez 10 ans. Quand à La Réunion, vous surprenez un couple d'Européens stopper le pouce-pouce qui les balade en donnant un coup de pied aux Malgaches qui tirent, quoi. Un couple obèse, et pour le faire arrêter, le type... Ah bon, je me disais, si c'était un âne, il ferait Oui. grrr, bon, mais là, pour un homme, c'est un coup de pied. Ce choc a été fondateur pour vous. C'était fondateur, oui. Ouais. Alors, vous avez 17 ans quand vous rejoignez les forces françaises libres du général de Gaulle. Et à la fin de la guerre, vous obtiendrez la médaille de la Résistance. Vous avez été extrêmement courageux dans la bataille de la poche de Royan. Et je pensais, comme Gabriele D'Annunzio, que sans la France, le monde serait seul. Ouais. Et c'est une idée qui me torturait, que la France disparaisse. Ouais. Les élèves du lycée à La Réunion, dont Raymond Barre, qui était mon copain de classe, on a manifesté pour que La Réunion rejoigne la France libre. Et en 1942, il y a un commando français libre qui est arrivé. Et là, je suis parti avec eux. Raymond Barre, il dormait déjà en classe à l'époque? Non, pas encore. Pas encore. Pas encore. Vous avez 30 ans quand vous vous inscrivez au barreau de Paris. C'est l'époque où vous rencontrez les futurs chefs des Khmers rouges, Pol Pot et Khieu Samphan. Vous admettez avoir participé à leur politisation, non? À Paris, oui. Oui. Et vous les avez un peu endoctrinés déjà à l'époque, non? Un peu, oui. Vous avez vu où ça nous a menés? Oui, on ne sait jamais, on ne peut pas prévoir l'avenir, vous savez. Alors, vous avez 32 ans quand vous allez en Algérie plaider pour les combattants du FLN, et notamment pour Djamila Bouired, accusée d'avoir posé des bombes dans des lieux publics. Et c'est là que vous inaugurez votre fameuse stratégie de rupture. Alors, la stratégie de rupture, c'est la remise en cause, en fait, de la légitimité du tribunal. C'est-à-dire que l'accusation et l'accusé se réclament de valeurs différentes. Et quand vous avez en face de vous une terroriste que vous défendez, vous dites non, c'est une résistante, comme les résistants français se battaient contre les nazis, quoi, finalement. La stratégie de rupture, c'est quand dans un procès, comme vous dites, l'accusé et le juge ont des valeurs différentes. Ouais. Vous dites que je suis un criminel, moi je dis que c'est vous le criminel parce que vous prétendez maintenir dans ce pays un ordre colonial que j'estime injuste. Sans prendre parti pour l'un ou pour l'autre, il faut constater que le dialogue n'est pas possible. Ouais, c'est brillant. Et qu'à ce moment-là, l'accusé sera condamné au maximum. Mais ce qu'il faut empêcher, c'est l'exécution. Et l'exécution, elle, ne dépend plus du juge, mais du président de la République. C'est ce que vous avez Qui fait. est un homme politique, il est sensible à l'opinion. Donc, au cours du procès, on va faire appel à l'opinion. C'est ce qui s'est passé avec Djamila. Elle a été condamnée à mort, mais vous la faites gracier et vous l'épousez. On a ses faiblesses. À ce moment-là, vous vous convertissez à l'islam, vous devenez Mansour Vergès, vous vous installez en Algérie, et puis, alors là, nous y sommes, le 7 mars 1970, vous êtes à Alger, et vous vous volatilisez en disant « je vais à Alicante ». On vous a plus jamais revu pendant 8 ans. Oui. Ça prouve que je suis discret. Vous n'avez jamais voulu dire où vous étiez, seuls vos enfants savent la vérité, une vérité qui, dites-vous, saute aux yeux et que personne ne voit. C'est incroyable, ça. Mais on le saura quand? Vous allez le dire un jour. Oui, un jour je le dirai et à vous seulement. Ah, merci pour le scoop. Merci.
Vous n'avez pas été enlevé par des extraterrestres, par exemple? Non. Non, non, Vous n'étiez pas avec Elvis? Non. non, Vous étiez dans les Claudettes de Claude François. non. Voilà, et à votre retour, en 78, vous devenez celui qu'on a surnommé l'avocat du diable. Vous défendez Klaus Barbie, Carlos, Kyosamfan, Milosevic. Et quand on vous demande si vous auriez défendu Hitler, vous dites bien sûr j'aurais défendu Hitler. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'avec vous, Hitler, il aurait pris 6 mois avec sursis. Hein. C'est possible, hein? Vous auriez choisi quoi comme stratégie de défense? Il y a un bouquin écrit par un Américain, Comment on devient Hitler. C'est très marrant. Ouais. Il y a sur la couverture, il y a un petit gamin, un petit bébé qui est comme ça. Et on se dit, ce petit bébé, à la fin, il a une petite moustache et une mèche, et il envoie des gens dans les chambres à gaz. Ouais. Bon. Comment ça s'est fait? Il y a beaucoup de choses. Vous auriez choisi la folie, peut-être, non? Je ne peux pas savoir. Ouais. Alors, vous êtes également l'avocat de Laurent Gbagbo. Il faut lui dire à Laurent Gbagbo que c'est imprononçable les G devant les B. C'est peut-être pour ça qu'on lui demande de démissionner. Ah bah oui, c'est impossible. Ouattara, c'est facile à dire. Ah oui. Et dites-moi, vous qui êtes l'avocat des causes désespérées, vous défendriez Michel Alliot-Marie, là? Ça serait difficile. Hein. Ouais. Si vous aviez besoin d'un avocat, vous prendriez qui aujourd'hui, vous? Kiechman? Kirchmann, après le procès Bettencourt? Ouais. Non. Non, non. Écoutez, il a critiqué la juge pour son rouge à lèvres et ses seins. Ouais. On n'attaque pas un juge sur ses seins qui tombent et sur ses rouges à lèvres. On se retrouve après la pub avec Marianne Monchamp et Razi Hamadi pour discuter avec nous de ceux qui ont fait l'actualité de la semaine. Rebonsoir les terriens, rebonsoir les terriennes. Nous sommes toujours en compagnie de Jacques Vergès. Et nous accueillons Marianne Monchamp, bonsoir. Et Razi Hamadi, bonsoir. Alors Marianne Monchamp, bonsoir. Donc, initiale MAM, M-A-M. Vous êtes l'autre MAM du gouvernement. Ça s'applaudit quand même. Voilà, il y en a une qui n'a rien à se reprocher. Symétrie. Celle qui n'a pas d'amis milliardaires, qui ne voyage pas en jet privé, c'est vous. Alors, juste pour savoir, les vacances de Noël, vous avez fait quoi? Je suis allée en Corrèze, dans ma famille. Très bien, mais ça va. Il y a donc 2 MAM au gouvernement. Rassurez-nous, il n'y a qu'une seule Nadine Morano. Elle est inimitable. Vous êtes secrétaire d'État auprès de la ministre chargée des solidarités et de la cohésion sociale, ce qui veut dire que vous travaillez directement avec Roselyne Bachelot, bravo. Vous avez de la chance de travailler avec celle qui a sauvé les Français de la grippe H1N1. Personne n'est malade. Mais faites gaffe quand même, Roselyne a réussi à faire virer Bernard Laporte et Ramayad. Vous le savez, ça? C'est un sport. Oui, vous vous méfiez. Est-ce qu'on peut dire que sous Sarkozy, les ministres de la cohésion sociale servent à réparer les conneries des autres ministres? Oh, peut-être quand même. Les options parfois un peu bizarres d'une société qui a laissé plein de gens sur le bord de la route. Bah oui. Et donc, effectivement, on est un peu voiture-balai. Bah oui. Mais ça peut peut-être nous donner des idées pour organiser un peu plus de prévention, éviter qu'il n'y ait trop de casse. Alors, en tant que chargé de la solidarité, vous êtes solidaire de Michel Alliot-Marie ou non? Évidemment. Évidemment. Solidarité gouvernementale. Alors, il y en a un dont vous n'avez pas été très solidaire, c'est Dominique de Villepin. Vous étiez porte-parole de la formation villepiniste République solidaire. Vous n'aviez pas à l'époque de mots assez durs pour Nicolas Sarkozy. Et puis d'un coup, c'est la défection. Vous passez chez Sarko, il vous a amené à Disneyland ou quoi? C'est pas tout à fait ça la politique. Ouais. Il y a un temps pour les idées, un temps pour dire les choses aussi, un temps pour dire quand on n'est pas d'accord. Et puis quand les élections approchent, quand les grands rendez-vous sont là et qu'on fait partie de la même famille, parce que quand même, Dominique de Villepin et Nicolas Sarkozy, c'est la famille majoritaire. Je pense qu'il faut prendre ses responsabilités. C'est vrai, quand on écoute Dominique de Villepin, on n'a pas l'impression que c'est la même famille, mais au fond, ça l'est, quoi. À l'origine, j'ai le souvenir qu'il a été un excellent Premier ministre. Ouais. C'est l'homme de l'ONU aussi. Ouais. Et au bout du compte, je pense qu'il y a beaucoup de proximité. D'ailleurs, je suis contente de voir qu'un certain nombre de dialogues sont en train de repartir. Ils vont se rabibocher, vous croyez? Alors, en tout cas, je fais tout pour. Ah, ben voilà.
Alors, François Goulard, qui est villepiniste, a dit « Elle ne nous a pas prévenus du tout. Je ne pensais pas qu'elle puisse faire ça. » Pourtant, je pensais que François avait beaucoup vécu. Non, le pire, c'est Nicolas Dupont-Aignan. Alors, lui, c'est horrible. Il a dit « Marianne Monchamp fait de la prostitution politique. » C'est élégant. Non, je pense que... Alors, c'est juste des massages, en fait. Ses propos ont dépassé sa pensée. Ouais. Tout simplement. Mais vous avez dit, en fait, en parlant des prostituées, ce sont des femmes courageuses. Elles sont très courageuses, Bah oui. oui. Mais Ouais. elles subissent des choses parfois très Horrible. difficiles. Ouais. Alors, le pire, c'est Chirac, quand même. Hein. Il a dit tu as trahi Dominique, c'est pas bien. Vous savez, c'était un peu sur le ton de la galéjade, parce qu'après, Ouais. il a embrayé sur les femmes en politique. Oui. Donc, je le connais un peu. Puis, je sais quand il n'est pas d'accord, il a plutôt tendance à décrocher son téléphone, plutôt qu'attendre un Ouais, petit dîner en ouais, ville ou un ouais. petit cocktail qu'il n'aime pas particulièrement pour dire des petites phrases. Il a trahi Chaban-Delmas en 74. Ah, dans la politique, il faut faire des choix. Voilà. En fait, quitter Villepin pour Sarkozy, vous n'avez pas choisi en fonction de critères physiques, on peut dire. Pourquoi vous dites ça? Pour rien. Bien. Razi Hamadi, rebonsoir. Vous êtes ici ce soir pour nous annoncer que vous serez candidat aux primaires à l'automne prochain. Bravo. Ah non. On pourrait s'amuser. Bah oui, c'est l'habitude. Chaque fois que je vois un socialiste ici, il est candidat. Il y a beaucoup de candidats. Il y en a Ouais. peut-être trop, d'ailleurs. Ouais. Ouais, Vous n'êtes pas beaucoup. candidat, vous? Non, non, non. La prochaine fois, Razi. Ça dépend dans quelle perspective on est. Ouais, hein. Si on ouais. considère que pour être ministre, il faut être candidat aux primaires, oui, il y en aura beaucoup. Ouais. Non, c'est pas bien. Alors, vous êtes secrétaire national du Parti socialiste chargé des services publics. Sans vouloir critiquer, vous êtes tous secrétaire national au PS, non? Non, mais c'est vrai. C'est le truc qu'on offre, en fait, aux ennemis du premier secrétaire pour qu'ils ferment leur gueule. C'est ça, un secrétaire national, non? Non, du tout. On a participé à la mobilisation sur le référendum citoyen contre Ouais. la privatisation de la Poste, qui a été un immense succès, puis c'était quelque chose de nouveau en France. Hein. Il y a 2,3 millions de personnes qui disent, allez, on s'arrête, on dit qu'on est contre cette privatisation. Bon, voilà. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'était un service public? Parce que... C'est ce qui fonde le pacte social et républicain. C'est-à-dire que dans notre pays, il y a aussi des choses qui sont gratuites, qui sont accessibles et qui permettent de répondre à la dignité Ah des là gens. là là. Ça devait être bien. Ah ouais. Fallait pas les privatiser. Même quand c'était nous, d'ailleurs. Oui, parce que France Télécom, c'est vous. Tout hein. à fait. Au PS, vous êtes proche de Benoît Hamon. En 2012, vous soutiendrez Martine Aubry. Alors, les déclarations d'Anne Sinclair sur l'avenir de son mari DSK, vous dites « Ce n'est pas sérieux, nous en sommes là à échafauder un pseudo-scénario en fonction des soupirs des uns et des chuchotements des autres. Ben, bien sûr, moi j'aurai 32 ans la semaine prochaine. J'ai pu voter une seule fois dans ma vie pour la gauche au second tour de l'élection présidentielle. Ouais. C'était pour Ségolène Royal. Ouais. Je veux que la gauche, elle gagne. Ça me fait mal au cœur ce que je vois pour mon pays. Au-delà de la gauche et de la droite, j'ai mal à mon pays sur économiquement, socialement, la manière dont on a de monter les gens contre les autres. J'ai envie que la gauche, elle revienne au pouvoir. Ouais. C'est pas sérieux. On est un grand pays. On a un message à porter. On est là parce que un tel collègue, sa compagne, Ouais. a considéré que, et donc il y en a qui se disent ah ben je vais parier sur Strauss-Kahn, je serai peut-être ministre. Ouais, c'est le tiercé, quoi. Je considère que ça doit pas être ça. Vous savez qu'au tiercé, le PS peut gagner aussi. Au 2 sur 4. Oui, il y a plus de chances. Vous pensez quoi des propos de Christian Jacob sur Strauss-Kahn en disant ça sent quand même pas trop la France, etc. Vous y trouvez des relents antisémites ou non, vous? J'irai pas jusqu'à dire ça. En tout cas, il y a des relents de quelque chose de pourri Ouais. qui se réfère aussi à notre histoire profonde. De moisi. Oui, de moisi, comme l'a dit Benoît Hamon. Ouais. Les attaques de la droite contre Mendes et Blum ont toujours pris comme support ce qu'est l'idéologie de Maurras. C'est-à-dire Ouais. que pour Maurras, la France, c'est la terre et les morts. Ouais. Et à partir du moment où on n'a pas les mêmes morts, qu'on vient pas de la même terre, eh bien, on est un moins candidat français. de l'étranger. Ouais. Et ça me choque. Et Strauss-Kahn, s'il doit être le candidat, on le soutiendra, mais je n'accepterai jamais ce type d'attaque envers l'un des nôtres. Alors, pour résumer votre position, explicitée dans un livre paru chez Armand Collin et intitulé Gauche, Génération 2012, pour vous, la rénovation, ce n'est pas être moins de gauche. Et c'est vrai qu'on a l'impression que les socialistes, plus ils veulent être modernes, moins ils sont de gauche. Oui, mais c'était dans l'air du temps de dire qu'il faut privatiser. Ouais. Les Français travaillent pas assez. Ouais. Et puis il y a eu la crise. En aucun cas, nous n'y avons apporté des réponses qui soient à la hauteur de ce qu'elle a engendré.
Donc, je pense qu'il faut qu'on invente quelque chose de nouveau. Je crois en Martine Aubry parce qu'elle a aussi cette conception-là des choses. Il faut changer de système. Il faut le transformer. C'est pas juste une question de curseur. Bien. On passe maintenant à ceux qui ont fait l'actualité de la semaine avec l'édito de Blacko. Et c'est Antonio Gut de Monteliano, journaliste mexicain de l'agence Alter Press, que nous retrouverons sur ce plateau après le magnéto. Ah là là, il est vraiment incorrigible notre président. Pour obtenir le retour en France de Florence Cassé, il n'a rien trouvé de mieux que de se fâcher avec les Mexicains. Ok pour l'année du Mexique, mais à nos conditions. Je souhaite, en tant que chef de l'État, dédier l'année France-Mexique à Florence Cassé. Bon, c'est vrai que notre président a un peu le même tempérament que notre emblème national. Mais dans cette affaire, il n'est pas le seul à voler dans les plumes des Mexicains. Même Martine Aubry est tombée d'accord avec Sarkozy. Incroyable! Elle réclame à tous les élus socialistes de boycotter l'année du Mexique. Faut dire que même si Florence Cassé n'est pas le petit ange que décrivent ses parents, le gouvernement mexicain inspire lui aussi quelques soupçons. En effet, la fausse arrestation en direct de Florence Cassé a été organisée en 2005 par Genaro García Luna. Fort de ce succès, cet ancien chef de la police est devenu ministre en charge de la guerre contre les narcotrafiquants. Nommé en 2008, il avait promis une victoire rapide grâce à des brigades anti-corruption. Résultat, 2 ans plus tard, près de 3000 flics incorruptibles ont été virés pour corruption. Faut dire que l'exemple vient d'en haut. 2 ans après son entrée au gouvernement, Genaro s'est déjà payé plusieurs villas pour un montant total qui représente 17 années de son salaire. Les journalistes qui ont révélé cette affaire ont été arrêtés sous de fausses accusations. Il a fallu des manifs pour obtenir leur libération. Alors, au lieu de boycotter le guacamole pour obtenir la libération de Florence Cassé, est-ce que ce ne serait pas plus efficace de glisser une petite enveloppe à Genaro? Mais discrètement cette fois, très discrètement. Les Mexicains ont leur fierté. Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grave. Voilà. Antonio Gut de Monteliano. Bonsoir. Vous êtes mexicain, journaliste pour l'agence Alter Press. Bienvenue parmi nous. Merci. Alors, nous, ce qu'on aimerait savoir ici, c'est quelle est la version mexicaine de l'affaire. Parce que j'imagine que s'ils lui ont collé 60 ans de prison, elle doit être quand même un petit peu coupable, non? D'abord, que c'est une absurdité de boycotter, annuler l'année du Mexique en France. Parce que c'est un investissement de 50 millions d'euros, dont il y en a déjà 10 de dépensés. Oh là là. Parce que c'est le travail de 3 années des équipes françaises et mexicains pour préparer des expositions, des festivals de cinéma, et que ça soit annulé. Et que le président de la France conditionne l'année du Mexique à l'accord de Florence Cassé, qui est une Française, qui est emprisonnée au Mexique, jugée coupable. Oui. Ça, c'est absolument inacceptable. Ouais. De tous les points de vue. Voilà. C'est ce qu'il a réussi, c'est de monter la cote de popularité du président mexicain Calderón, parce que la presse mexicaine, les intellectuels mexicains, ils ont tous dit bravo Calderón, il ne faut pas céder, ce n'est pas la France de Maximilien d'Habsbourg, de Napoléon III qui va venir nous dire qui est coupable et qui n'est pas coupable. Ouais. Ça, c'est le premier point. Donc déjà, Ça, c'est le premier voilà. point. Alors après, comment les Mexicains vivent cette histoire, alors? Très mal. Ouais. On est très triste parce qu'on aurait voulu qu'énormément de Français puissent voir le Mexique autrement que l'image d'Épinal, le chapeau, Acapulco, la tequila, etc. Et la chanson de Luis Mariano, que j'adore, mais voilà. Ouais. Donc je suis profondément triste. Non, mais ce qu'il faut dire quand même, Antonio, c'est que vu du point de vue des Français, l'arrestation de Florence Cassé a été montée pour la télévision. Vous êtes d'accord avec ça? Non. Elle a été arrêtée. Et après, comme on a fait en France il n'y a pas longtemps, à Marseille, on a fait une reconstitution pour la télé, mais elle était arrêtée avant. Oui. Et puis, quand on l'a arrêtée, elle était avec Israël, machin. Alors, Israël Vallarta, lui, il est coupable, c'est clair. C'est clair. Pour 14 délits de séquestration, assassinat, port d'armes, enfin, j'en Mais passe. elle dit qu'elle vivait avec Israël Vallarta, mais qu'elle ne savait pas qu'il faisait des séquestrations. C'est là
où ça cloche un peu, c'est que pour les Mexicains, c'est très difficile de croire à cette version. Moi, je veux bien qu'il soit innocent, mais il y a des faits qui sont incontestables. Il est très difficile de croire qu'elle n'était pas au courant des activités de son fiancé. Un fiancé qui se balade avec de Kalachnikov en dessous de son siège, qui a 30-40 000 euros dans la poche et Qui a des gardes du corps. Voilà, bon, alors. Est-ce que le Mexique n'a pas envie de faire, avec Florence Cassé, un exemple pour montrer que finalement le président Calderón se bat contre le crime organisé? Est-ce qu'elle n'est pas devenue un symbole finalement, un peu malgré elle? Du tout. Parce qu'il y a deux volets différents complètement. Une chose, c'est la guerre sans pitié qu'il y a le président Calderón contre le crime organisé. Ouais. Et ça, c'est une affaire de séquestration. Le dernier point, c'est quand on voit le type qui l'a arrêté, qui maintenant est devenu très important dans la police, qui s'achète des maisons, etc. Où est-ce qu'il prend l'argent pour acheter des maisons qui correspondent à 17 ans de salaire? Ça, je ne saurais pas vous dire. Je n'ai pas la confirmation de ces affirmations. Oui, d'accord. Marianne, vous êtes obligée de défendre le président de la République. C'est un peu bizarre parce qu'en France, Sarkozy juge que les juges sont trop laxistes et au Mexique, qui sont trop sévères. En France, Sarkozy est du côté des victimes. Au Mexique, il les oublie. Et en France, comme au Mexique, il veut rendre la justice à la place des tribunaux. Donc, est-ce qu'il n'est pas allé un peu trop loin? Est-ce qu'il n'a pas fait, disons-le, une énorme connerie en mettant en cause l'année du Mexique? Non, mais il y a un problème très, très simple. Et on ne voit pas comment le président de la République pourrait avoir une autre position. C'est qu'un de nos compatriotes est détenu aujourd'hui au Mexique. Oui. Et les règles peuvent prévoir dans les accords internationaux un transfèrement qui permettrait à Florence Cassé eh bien, tout simplement de voir sa peine exécutée sur le territoire national. Excusez-moi, Marianne, en France, 60 ans de prison, ça n'existe pas. Que signifie 60 ans de prison en l'occurrence? C'est ce à quoi elle a été condamnée. J'entends tout cela. J'entends aussi qu'il semble y avoir quelques difficultés de procédure. Cela vient d'être rappelé. Donc, soyons, je crois, simples, mais ne nous étonnons encore une fois pas que le gouvernement et que le président de la République prennent cette position. C'est la protection de nos compatriotes. C'est une position nationale évidente. Juste une chose. Je pense que sur ces questions-là, il faut avoir des principes et ne pas être ignorant. Or, nous sommes face à un gouvernement et un président de la République qui n'a aucun principe directeur et qui est dans l'ignorance. Aucun principe directeur parce que Salah Hamouri, ce franco-palestinien qui a dû plaider coupable après que les juges en Israël n'aient pas pu le confondre et qui n'a, lui, pour le coup, commis aucun délit. Et que depuis 5 ans croupi dans les geôles israéliennes, sa mère n'a même pas été reçue par la ministre Michèle Alliot-Marie, lorsqu'elle était à la justice. Et le 5 janvier, vous savez ce qu'a dit Michèle Alliot-Marie? Je ne me prononcerai et je ne commenterai jamais la décision de justice d'un État souverain. Donc, ce qui nous gêne, c'est qu'aujourd'hui, la décision de Nicolas Sarkozy, elle embête tant Florence Cassé que sa défense, que ceux qui sont censés, normalement, porter la voix de la France. Parce qu'il est humilié, Nicolas Sarkozy, mais nous avec, c'est l'ambassadeur du Mexique qui a répondu à Nicolas Sarkozy. En langage diplomatique, c'est Prends ça dans ta gueule. Évacuer la mouche du coche. Oui. Non, je parle en langage diplomatique. C'est ça. Enfin, on n'est pas sur le bon chemin dans ce type d'échange. Parce que là, on est en train de faire monter la mayonnaise, on est en train de faire monter la passion, et clairement, je crois qu'il faut retrouver l'apaisement. Et l'apaisement, ça passe par un peu moins d'effets, pardonnez-moi, un peu moins d'effets de manche. Non, je ne partage pas, Thierry Ardisson, votre approche. Je pense personnellement que le transfèrement serait une bonne formule. Et d'ailleurs, j'observe que ça n'est pas une affaire politicienne, puisque de manière très large, la gauche et la droite, en France, sur tous les bancs, ça a été dit de manière unanime, encore hier à l'Assemblée nationale, partagent ce point de vue. Attendez, un mot. Antonio. Si le président Sarkozy, au lieu de faire une annonce comme ça, rendez-nous Florence Cassé, sinon il n'y a pas l'année du Mexique, c'est moi Raoul et tout. Si Sarkozy avait pris une attitude diplomatique normale, est-ce qu'il y avait plus de chances de faire le transfèrement selon le traité de Strasbourg? Absolument, là. Là, si j'étais Florence Cassé, j'aurais changé de président et d'avocat. Jacques, vous êtes d'habitude l'avocat.
Et là, vous allez être le juge, pour une fois. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, mon cher ami? Alors, je pense, premièrement, que nos dirigeants ne sont pas entrés dans l'histoire. Ils pensent être encore au 19e siècle, où on envoyait des canonnières demander au bougnoul. Maximilien, le prince on envoyait autrichien. un Autrichien devenir empereur du Mexique. On ne peut pas parler aux autres pays sur ce ton. On ne peut pas prendre le téléphone et dire à un président africain démissionner dans les 48 heures. Ah oui, il a dit ça à Gbagbo, oui. Oui, ça n'existe pas. On n'a pas les moyens, d'ailleurs, c'est ridicule, on n'a pas les moyens. Et puis maintenant, pour revenir au cas de cette dame, quand on veut obtenir une mesure libérale concernant un prisonnier, ce prisonnier a été condamné, bien ou mal, il a été condamné au Mexique. Oui. Toutes les instances judiciaires ont confirmé. En France, ça se passe aussi. J'ai plaidé un jour un procès pour un jardinier marocain. Omar Haddad. J'ai pensé que le jugement n'était pas correct. Bon, j'ai fait les pourvois, et puis j'ai vu le roi du Maroc. Oui. Et on s'est dit, on ne va pas faire un bras de fer avec les Français. On va essayer de trouver une mesure gracieuse, une mesure qui ne heurte la sensibilité de personne. Il n'est pas question de manifester devant l'ambassade de France. Il n'est pas question qu'une mame marocaine dise « ce procès est inique, je n'irai pas à l'exposition ». Non. Demandez une grâce. Oui. Quand on demande la grâce, il faut être sympa. La grâce ne Oui. porte aucun jugement sur le jugement. La grâce est une mesure gracieuse. Et c'est ce qu'on a obtenu. Or, là, on fait un bras de fer avec le Mexique. C'est démentiel. Et à partir du moment où on fait un bras de fer, on est sûr de ne pas obtenir de résultats. De braquer, c'est une question de prestige national maintenant, de susceptibilité nationale, d'orgueil national. Quand je lis les déclarations de Carlos Fuentes, je me dis, alors là, on a dépassé les limites. Carlos Fuentes a déclaré « Sarkozy se comporte comme un dictateur de république bananière pour augmenter sa popularité. » La campagne du président de la République dans les mois qui viennent, c'est 3 choses. La fiscalité, les Arabes et l'islam, c'est le premier thème de débat qu'ils auront d'ailleurs à l'UMP le 5 avril. Et ensuite, la thématique de chapeau, c'est le président protecteur. Bon, et puis ça permettait de parler d'autres choses, là. Je veux dire, on a Fillon qui jette des fleurs à Moubarak alors qu'il est déjà parti, on a Mam, etc. Bon, allez, on parle du Mexique, et puis... C'est pas une bande dessinée, quand même, la politique. Quand on voit Mme Sarkozy, on a l'impression de voir un cartoon. Je pense que, franchement, vous devriez faire une BD. Parce que ce que vous dites ressemble Ils à ça. l'ont fait, déjà. L'histoire de Florence Cassé, pardon, ça n'a pas commencé la semaine dernière. Mais vous avez raison. Il y a quelques semaines, Nicolas Sarkozy était au Mexique. L'ensemble des conseillers diplomatiques, les gens sur place, les conseillers lui ont dit « ne parle pas de Cassé ». On discute, on voit. D'ailleurs, l'avocat lui-même de la famille avait l'air embarrassé quand on a instrumentalisé l'affaire. Il est allé devant les sénateurs et il a dit « c'est bien parce qu'on m'a dit qu'il ne fallait pas en parler que je vais vous en parler ». C'est tout lui. Il est sérieux? Antonio, Zorro, vous l'aimez bien au Mexique? Zorro, on adore. Ouais. Parce que Sarko, c'est un peu Zorro quand même, non? Dans ce cas précis, il me semble qu'il s'est trompé de cible, parce que Florence Cassé n'est pas Jeanne d'Arc. Zorro, Jeanne d'Arc. Autre chose dans l'actualité de la semaine, Michel Alliot-Marie. Alors, Marianne, voilà, vous n'êtes pas à la fête ce soir. Hein. Faut qu'elle démissionne ou pas? Écoutez, vous allez rapidement à reprendre les titres des gazettes. Ouais. Solidarité gouvernementale. Qu'est-ce qu'il faut de plus pour qu'elle démissionne? On est en train là d'évoquer il y a une seconde des situations internationales tendues, des situations difficiles. On a des sujets absolument majeurs et je vois les gazettes qui par ailleurs en profitent d'une certaine manière parce que ça fait vendre tout ça. Ah ben c'est sûr. Hein. Ah, suivre et tirer les fils de la pelote, voilà. Alors dans ce cas-là, je crois que le mieux qu'on puisse faire quand on est dans une équipe gouvernementale, c'est de serrer les rangs. Razi, vous pensez que Michel Alliot-Marie doit démissionner ou pas? Évidemment, on verra si tout ce qu'elle a fait est déjà su, ou est-ce qu'on va encore apprendre de nouvelles choses. Juste pour vous rappeler, vous rafraîchir la mémoire quand même, cette semaine, il y a un ministre des Affaires étrangères en Tunisie qui a démissionné parce qu'il a seulement dit Michel Alliot-Marie est une amie de la Tunisie. Donc les gens lui ont demandé de démissionner. Ça rigole pas, là. Ça rigole plus. Dans n'importe quel autre pays... Elle aurait déjà démissionné. Enfin, c'est juste, elle porte la voix de la France. Bon, à la limite, peut-être, c'est pas le conflit d'intérêts.
Mais au moins pour l'incompétence, faire des investissements dans des appartements 15 jours après qu'une révolution ait commencé, enfin, je suis désolé. Jacques, vous défendriez Michel Alliot-Marie, vous? Oui, mais ça dépend quel argument utiliser. Oui. Feriez quoi comme stratégie? La connerie. Très bien, merci. Antonio, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Antonio, good del Montegliano. Nous, on se retrouve après la pub avec le Zapping Guillon et notre invité du samedi 20h. Ce soir, Patrick Roy, le député rock'n'roll à la veste rouge, atteint d'un cancer du pancréas. Il a décidé de jouer la transparence et de se battre. Il est là. À tout de suite. Rebonsoir les terriens, rebonsoir les terriennes. Nous sommes toujours en compagnie de Jacques Vergès, Marianne Monchamp, Razi Hamadi. Et nous accueillons notre invité du samedi 20h, ce soir, Patrick Roy. Bonsoir. Alors, Patrick Roy, vous êtes député PS du Nord et maire de Denain. Et fier de l'être. Et voilà. On vous connaît comme le député à la veste rouge ou le député rock'n'roll. Il y a 3 mois, vous annonciez par le biais d'un communiqué de presse votre maladie, un cancer du pancréas. Depuis cette annonce, vous avez tutoyé la mort, allant jusqu'à dire au revoir à vos proches et à vos électeurs, pour finalement connaître un inespéré retour à la vie, grâce à une chimio de la dernière chance. Tout ça dans la plus parfaite transparence. Absolument. Et ça, c'est nouveau. Absolument. Voilà. On en reparle à 20h. En attendant, j'accueille Stéphane Guillon. Bonsoir. Mais d'abord, on passe au zapping. C'était le zapping. À vous, Stéphane, pour la semaine de Guillon. Michel Alliot-Marie, indéboulonnable. Pendant les émeutes, ses parents faisaient les affaires immobilières avec le clan Ben Ali. Encore plus fort, la semaine prochaine, nous découvrirons que les enfants de Mam tenaient un bordel à Tunis où ils accueillaient Silvio Berlusconi. Mam, la ministre qui ne démissionnera jamais. François Fillon en visite en Arabie Saoudite. Bah oui, bientôt les vacances d'été. Faut trouver de nouveaux lieux de villégiature. L'Arabie Saoudite, les palaces sont top. Bon, il y a la peine de mort, les homosexuels sont décapités au sabre, mais la qualité des hôtels est irréprochable. À Jeddah, vous avez le Rosewood Corniche, le Plaza. Bon, les femmes adultères sont lapidées, mais bon, quand on voit la qualité du room service au Sheraton, le petit déjeuner avec vue sur la mer Rouge, on comprend François Fillon. Il y a la crucifixion pour les crimes de sang, mais bon, un soin du visage au Crown Plaza, et on oublie tout. Patrick Ollier, le mari de Michel Alliot-Marie, ami intime de Kadhafi. Ah, ça, c'est normal, c'est normal. Quand tu fais un dîner à la maison, pour que la mayonnaise prenne, il faut des gens de la même famille. Si le thème, c'est dictateur, ordure et gros enculés sanguinaires, les Alliot-Marie, ils invitent Ben Ali, Kadhafi, Moubarak, Pol Pot... Non, Pol Pot, malheureusement, il est mort. Pinochet, ouais, Pinochet aussi. Mais bon, ça fait quand même une très très belle tablée, hein. Il nous manque Pol Pot, hein. Toujours le mot pour rire. Mais je pense que chez lui, c'était moins luxueux. On pense à lui. Pol Pot! Je croyais que c'était Pascal Sevran. Non, on l'a déplacé, il est là, il est là, Sevran. Pascal. Il est là maintenant, oui, on l'a mis là. C'est Pascal, oui. Le pauvre. Ça va faire 3 ans. Ça va, Tintin? Excusez-moi. Courage.
La fondation de Nicolas Hulot, épinglée par un rapport parlementaire, train de vie dispendieux, mécène très peu écolo, confusion entre intérêt général et action personnelle. Ah bah voilà, Hulot hésitait à faire de la politique, il faut plus. Avec toutes ces casseroles, il est prêt, faut y aller. Est-ce qu'il a passé ses vacances chez un dictateur? Ah, dommage, c'est tout ce qui lui manque. Et là, il sera prêt. Allez, Nicolas! Les rumeurs sur la maladie d'Alzheimer de Jacques Chirac entièrement dissipées. Le président est apparu très en forme au mariage de sa fille. Est-ce qu'on peut montrer des photos de la cérémonie? Encore. Non, parce que ça fait 3 jours que Jacques demande à Bernadette quand est-ce qu'on marie la petite. Donc c'est fait, monsieur le président. C'était dimanche dernier et c'est le maire de Paris qui les a unis. Et vous aussi, vous avez été maire de Paris. Si, de 77 à 95. Est-ce qu'on peut montrer une photo à Jacques? Voilà. Bon rétablissement, monsieur le président. Pub! Ouais. Franck Provost a coiffé Nadine Morano. Donc, si vous voulez avoir la tête de Morano, allez chez Franck Provost. À mon avis, ce genre de pub, ça peut couler un établissement. Le président de la République s'est vanté d'avoir réuni 9 millions de téléspectateurs sur TF1. Bah, c'est normal que ça marche. C'est de la super télé-réalité. Tous les ingrédients sont là. Un président qui accumule les boulettes, ses ministres qui font conneries sur conneries. Il y en a un qui a un casier judiciaire, l'autre qui copine avec des dictateurs. Et le spectateur est scotché, il se dit jusqu'où ils vont aller. Et puis il y a le personnage du présentateur, Pernod. Ah, il est incroyable. Il boit toutes ses paroles, il applaudit à tout. Il devrait présenter l'émission Pantalon baissé. Au niveau du visuel, ce serait super fort. L'émission, malheureusement, n'a pas convaincu. Du coup, mercredi prochain, Nicolas Sarkozy invite tous les acteurs de parole de français à venir festoyer à l'Élysée. Le syndicaliste Pierre Leménaès a déclaré qu'il n'irait pas. C'est un dîner de cons, une mascarade. Moi, je veux pas que Pierre reste tout seul mercredi. Donc je l'invite à mon spectacle au Théâtre de Paris et après on ira dîner. J'invite d'ailleurs tous les panélistes de Parole de Français. N'allez pas à l'Élysée, venez à mon spectacle, vous vous emmerderez moins et on rigolera plus. Je fais Sarkozy sur scène, plus vrai que nature. Je vous attends mercredi, appelez le théâtre, vous êtes mes invités, à la semaine prochaine. Voilà, c'était Stéphane Billon que vous retrouverez ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur canalplus.fr et sur scène. On passe maintenant à notre invité du samedi 20. Patrick Roy, rebonsoir. Rebonsoir. Vous êtes né le 30 août 1957 à Denain. À Denain. Près de Valenciennes, dans le Nord. Père employé de bureau chez Usinor, le groupe sidérurgique, dont le site industriel s'étendait alors sur des kilomètres. C'était une ville dans la ville, avec son église, son école, son centre de formation, son dispensaire. Son club photo. On y entrait à 14 ans, on y restait toute sa vie. C'est du moins ce que les gens croyaient à l'époque. Voilà. Et d'ailleurs, à l'époque, quand j'étais gamin, j'étais persuadé de faire ma vie de carrière, de travail à Usinor. Votre mère était chef de rayon dans un supermarché. Absolument. Alors à l'école, vous êtes en tête du classement. En 68, vous entrez assez facilement en 6e. Ouais. Et c'est en 5e que vous découvrez le rock'n'roll. Les Beatles, l'album Abbey Road. Et voilà. C'est la révélation. C'est la révélation et ça m'a marqué toute ma vie. Alors tous les week-ends, Patrick, vous tapiez les routes du Nord en pleine nuit sous la pluie, en mobilette, pour aller voir des concerts à Valenciennes ou à Cambrai. Ah ben, je vois que monsieur est bien renseigné. Ouais. Absolument, oui. Alors, en 1976, vous obtenez votre bac scientifique. Vous faites un DUT de gestion à l'université de Valenciennes. Ouais. Et après votre service militaire en Alsace, vous êtes embauché comme contrôleur de gestion dans une entreprise du bâtiment près de Cambrai. Oui. Et là, vous êtes rattrapé par l'histoire. En décembre 1978, Usinor annonce la suppression de 6000 emplois sur le site de Denain.
La fermeture définitive prendra 5 ans, des manifs, des grèves, mais personne ne peut rien faire contre ça, même pas les élus communistes. C'est de là que Denain va devenir, au fil des ans, la ville la plus pauvre de France, puisque nous perdons ces milliers d'emplois directs, mais vous avez oublié qu'il y a autant d'emplois indirects. Ouais. Et aujourd'hui, c'est une immense friche que nous essayons depuis 2 ans de faire renaître, hein, mais ça n'est pas une mince affaire. Et je profite de la présence de l'État pour rappeler que quelques aides nous feraient du bien. Solidarité, cohésion sociale. Voilà. Ils vivent de quoi, les gens, aujourd'hui, là-bas? Et Rémi, RSA et Rémi. Ah ouais. Lorsqu'à l'Assemblée, je peste, je véhémente, je tempête contre les petits revenus, c'est parce que malheureusement, je les connais. Et par exemple, il y a chez moi des habitants, des petits retraités, qui vont à une période de l'année, chez Aldi, chez Lidl, pour acheter de la viande pour animaux, parce qu'ils n'ont plus d'argent. Ouais. Bah oui. Alors voilà, là, vous devenez instituteur dans l'école de votre enfance. Malheureusement, suite à la fermeture d'Usinor, c'est devenu une ZEP. Et vous dites, j'ai eu aucun mal à obtenir ce poste parce que personne n'en voulait, évidemment. Oui. Beaucoup de mes amis me disent « Oh, mais tu sais, le quartier, la ville a bien changé. Aujourd'hui, c'est l'enfer, c'est les banlieues. Tu vas vivre 12 mois difficiles. » Eh bien, j'y ai vécu une période de grand bonheur. J'y ai vécu 16 ans. Et aujourd'hui, je recroise mes parents d'élèves, je recroise mes élèves avec une grande émotion. C'est toujours un vrai bonheur pour moi. Alors voilà, c'est là que vous commencez à entrer progressivement dans la peau de l'homme politique. Ouais. Pas au Parti communiste, malgré la tradition locale, Oui. car vous aviez été témoin de l'impuissance des Rouges au moment de la fermeture d'Usinor, au Parti socialiste. En 2001, vous êtes élu à la surprise générale adjoint au maire Dont la mienne. et conseiller Pour la général. Voilà, votre carrière est lancée. En 2002, vous êtes élu député, réélu en 2007, et vous devenez dans la foulée maire de Denain. Voilà. Alors, vous devenez très populaire en vous battant dans le Nord pour les victimes de l'amiante. Absolument, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, parce qu'il va y avoir, au terme de l'épidémie, 100 000 morts, et 100 000 morts pour lesquels on n'a quasiment pas agi. On a indemnisé. Ouais. Pas assez, mais on a indemnisé. Par contre, nous réclamons un procès pénal de l'amiante, parce que les gens qui ont envoyé ces victimes dans les usines savaient ce qu'elles faisaient. Et ce procès n'a toujours pas eu lieu. Et je m'excuse auprès de Mme Monchamp, mais le gouvernement et Mme Alliot-Marie, quand elle était ministre de la Justice, a fait tout ce qu'elle pouvait pour bloquer le dossier. Et pourquoi? Pour bloquer le jugement. Parce que je crois que ce serait une telle bombe que le gouvernement ne veut pas de cette bombe. D'accord. 100 000 morts, enfin, vous imaginez, 100 000 morts. Ah oui. Donc il faut un procès de l'amiante. D'accord. Alors, vous vous battez pour l'amiante et dans l'hémicycle, vous soutenez le métal, notamment face à Christine Boutin, qui comparait les festivals de métal à des rassemblements satanistes. Satanistes, sanguinaires, les chrétiens étaient égorgés, mourant à petit feu, le sang coulant sur les allées, enfin des choses délirantes, alors que la réalité, c'est un public exubérant, certes, mais bon enfant, agréable. On vous regarde. Led Zeppelin hier, aujourd'hui Metallica, Opeth, Epica, Adagio, Mass Hysteria, Gojira sont des groupes délicieux que je vous recommande d'écouter. Voilà. Il a défendu le métal à l'Assemblée nationale. Un big up. Évidemment, de là naît votre nom de député rock'n'roll, le député à la veste rouge. Et vous dites encore aujourd'hui, j'achète une 20aine de disques de métal par mois. Ça fait partie de ma vie et j'ai besoin de cette musique pour me ressourcer, pour avoir du sang, de l'énergie. Voilà. Le métal, c'est vital. Le métal, c'est vital. Mais là, en septembre 2010, peu après la rentrée parlementaire, vous ressentez des douleurs au bas-ventre. Ouais. Problème de transit. Le médecin vous indique des cachets.
Mais après quelques semaines, votre état de santé continue à se dégrader, Oui, Patrick. ouais. Les joues creusées, le visage émacié, la fatigue. Le ventre qui enfle, Ouais. beaucoup, je prends 25 kilos. Ah, Je commence à me douter qu'on est sur une affaire grave. Et donc j'apprends le 21 octobre que j'ai un cancer. Vous vous dites, c'est pas grave, le cancer, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui s'en sortent. Le problème, c'est quand le cancer est localisé, on sait que c'est un cancer du pancréas, et là, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Parce que c'est foudroyant. Ça n'est évidemment pas une bonne nouvelle. Et donc je commence un combat. Votre femme est au courant parce qu'elle est présente. Oui. Et vous hésitez un peu à le dire à Kevin, votre fils. Il fallait trouver les mots pour le rassurer. C'est mon fils unique. Ouais. Nous sommes plutôt assez complices. Une annonce très, très difficile. Ouais. Vous l'annoncez aux gens de la mairie aussi, j'imagine. Oui, très vite, je vais me dire, il faut que je l'annonce d'une manière très transparente. Vous faites un communiqué officiel parce que vous êtes l'un des 10 députés les plus assidus à l'Assemblée nationale, et vous vous dites, si ils vont plus me voir, ils vont pas comprendre, quoi. Bien sûr. Ce qui est assez unique, parce qu'en général, les hommes politiques ont du mal à annoncer leur maladie. On se souvient de François Mitterrand, qui a su qu'il avait un cancer en 81, et qu'il l'a finalement confirmé que bien plus tard. Au début, persuadé que vous êtes sur le chemin de la guérison, vous demandez à vos collaborateurs de vous apporter les dossiers à l'hôpital. Oui, on organise toutes les semaines une petite réunion, alors pas très longue, puisque je fatigue de plus en plus, mais une petite réunion pour me tenir au courant. Ouais. Mais le problème, c'est que la première chimio est un fiasco intégral, Complet. avec des effets secondaires terribles. Complet. Vous perdez 35 kilos, vous ne pouvez plus marcher, vous ne pouvez plus parler. Ça n'est pas dû à un problème de corde vocale, dû à un problème de bouche extrêmement asséchée qui faisait que j'avais du mal à prononcer une syllabe. Et donc je parlais un peu comme ça. Et chaque mot était... Oui, c'était surhumain comme effort. Chaque syllabe. J'avais des douleurs au bas du ventre qui étaient absolument insupportables. Donc à l'époque, vous vous dites, je suis en train de mourir, quoi. Oui, il me reste 15 jours à vivre. Oui. Et c'est là que les médecins vous disent, on a une molécule pour faire une chimio. Oui. C'est pas une nouvelle molécule. Non. Elle est nouvelle pour vous, mais c'est pas une nouvelle molécule. C'est pas une nouvelle molécule. Hein. Et là, c'est le miracle. C'est le miracle. Dès la deuxième séance, vous vous sentez déjà mieux. Dès la deuxième journée de la première séance. Je me réveille le matin et je me dis, tiens, pour la première fois depuis 3 mois, je me sens mieux qu'hier. Et 8 jours après, j'avais retrouvé une partie de la voix. Ouais. Hein. Et ensuite, depuis, séance de chimio après séance de chimio, je me sens reprendre la forme et j'attends avec impatience mon retour à l'Assemblée pour pouvoir invectiver à nouveau. Voilà. Ouais. Vous avez quitté l'hôpital le 17 décembre, c'est-à-dire 8 jours après le début de cette nouvelle chimio. Oui. C'est absolument extraordinaire. Vous rentrez à Denain, vous rencontrez vos administrés en chaise roulante. Mais l'important, ça n'est pas d'avoir un cancer, c'est de vivre avec et de continuer à avoir une vraie vie. Ouais. Et lorsque j'ai repris mes activités en mairie, j'avoue que je les ai repris en pleurant, mais pas des pleurs de tristesse, des pleurs de joie en me disant je reviens à la vie. Alors, vous avez convoqué tout le monde au théâtre municipal. Vous avez dit, j'ai un amour immense pour Denain. Jamais je n'aurais voulu être maire d'une autre ville. Et à ce moment-là, les gens dans la salle du théâtre municipal se lèvent et vous applaudissent en pleurant. Oui. C'est une des journées dans ma vie. Vous avez reçu beaucoup d'amour. Oui, tout plein. Ben voilà. Génial. Génial. Alors aujourd'hui, vous n'êtes pas guéri, mais vous êtes dans une phase optimiste, sans effet secondaire. Vous avez quitté l'hôpital depuis une semaine et vous avez promis le 15 mars d'être à l'Assemblée. Oui. Quelle leçon vous tirez de cette expérience, Patrick? Que la vie est belle. La vie est belle. Que la vie est belle. Que la vie est belle et que, vous savez, au-delà des divergences, j'ai reçu tellement d'amour de la part de mes amis politiques, mais aussi de la part de mes adversaires politiques. Mais Montchamp, elle vous a appelé à l'époque? Tout plein, toutes les semaines. Accoyer, Montchamp, non mais voilà, c'est incroyable. Accoyer, Montchamp, le Premier ministre, Roselyne Bachelot, Patrick Ollier, enfin,
m'ont constamment appelé, des collègues parlementaires, et ça m'a extrêmement touché. Et je me suis dit, quand même, notre démocratie, elle fonctionne bien. L'autre leçon de votre expérience, c'est la transparence. Oui, je crois que c'est utile. Parce que déjà, vous en parlez, donc les gens vous aident, et c'est vrai qu'un malade qui a le moral, il a plus de chances de guérir qu'un malade qui n'a pas le moral. Tous les médecins vous le diront, c'est 50% de chances de guérison en plus. Ouais. Et effectivement, jamais je n'ai perdu espoir, jamais je n'ai perdu le moral. Et tous ces soutiens ont contribué à ce que je garde le moral. Et je ne sais pas aujourd'hui comment je vais pouvoir rendre tout l'amour que j'ai reçu, si ce n'est de conseiller à toutes les victimes, à tous les patients qui ont une pathologie ou cancer ou maladie grave, eh bien de le dire. Eh bien de le dire parce qu'on est bien plus heureux en étant transparent qu'en vivant caché. Bravo. Merci de votre témoignage, bravo. On est de tout cœur avec vous. Merci. Voilà, c'était Salut les Terriens avec Jacques Vergès, actuellement au Théâtre de la Madeleine, tous les dimanches et lundis dans Sérieux le Plaideur. Marianne Monchamp, merci, secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale. Razi Hamadi, merci, secrétaire national du PS, chargé des services publics. Pour Gauche, Génération 2012, chez Armand Collin. Antonio Gut de Montegliano, de l'agence Alter Presse. Patrick Roy, député-maire de Denain dans le Nord. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Je vous laisse avec le SAV des émissions et Groland.com. Pour les abonnés, à 20h50, From Paris with Love avec John Travolta. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, sur canalplus.fr. Salut les Terriens. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.